Voici la traduction de l'histoire en français. Un puzzle d'une valeur de 50 000 repose sur une table recouverte d'une nappe en lin blanc. Un homme étincelant dans un costume sur mesure rit en regardant les visages frustrés autour de lui. C'est Johnny Croft, un milliardaire de la technologie qui croit que son intellect est aussi vaste que son compte en banque. Il défie tout le restaurant gastronomique, se moquant de leurs esprits ordinaires. Mais il vient de commettre l'erreur de sa vie. Il s'est tourné vers la serveuse qui débarrassait ses assiettes, une femme nommée Ellie, et a ricané. « Essayez, ma jolie, utilisez votre cerveau simple. » Il s'attendait à ce qu'elle rougisse et échoue. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle résolve sa machine insoluble en 30 secondes et s'en aille. Le parfum de l'argent ancien, des coquilles Saint-Jacques grillées et de la cire d'abeille planait lourdement dans l'air chez Eldred's. Le restaurant était une institution londonienne, une forteresse tranquille de rideaux de velours et de conversations chuchotées au cœur de Mayfair. Ses murs avaient absorbé des décennies de secrets murmurés par des politiciens, des aristocrates et des titans de l'industrie. Et puis, il y avait Johnny Croft. « C'est risible », tonna-t-il, sa voix tranchant le silence respectueux. Ils appellent ça un millésime 2018. On dirait qu'il a été mis en bouteille dans le garage de quelqu'un. Reine voyelle. Ellie Vance, son uniforme noir impeccable, se contenta de hocher la tête. « Bien sûr, monsieur, mes excuses. Je vais chercher le sommelier. »« N'allez chercher personne, » claqua Croft, agitant une main dismissive ornée d'une montre qui coûtait plus cher que le diplôme universitaire d'Ellie, celui dont elle n'avait jamais parlé. Apportez simplement le Petrus 75 et ne l'abîmez pas cette fois. Ellie se mouvait avec une économie de mouvement qui frôlait l'invisibilité. C'était une compétence qu'elle avait cultivée. Ne pas être vue, ne pas être entendue, ne pas être un problème. Pendant 2 ans, cela avait été son mantra. Eldred's était la cachette parfaite. C'était une tombe d'étiquette et elle, un fantôme. Elle avait 28 ans, mais la fatigue dans ses yeux ajoutait une décennie. Ses cheveux foncés étaient tirés en un chignon sévère, un style conçu pour être oublié. Ce soir, elle couvrait une section qui n'était pas la sienne grâce à la maladie soudaine d'une collègue. Cela signifiait qu'elle était coincée à la table 7, avec Johnny Croft et ses 2 associés flagorneurs, Marcus et Talia. Marcus, un homme nerveux dans un costume trop serré, riait à tout ce que disait Croft. Talia, élégante et stylée, et observait Croft avec le regard prédateur de quelqu'un qui voyait un tremplin, pas une personne. « Honnêtement, Johnny, tu es trop brillant pour ces gens, » murmura Talia, lui touchant le bras tandis qu'Ellie plaçait une corbeille de pain frais sur la table. « C'est un fardeau, Tia, » soupira Johnny, se penchant en arrière. C'était le genre d'homme qui aimait sa propre performance, un capital risqueur de la Silicon Valley. Il avait fait fortune avec une application qui automatisait d'autres applications. Une couche de complexité sur de la complexité. Il croyait que cela faisait de lui un génie et il exigeait que le monde soit d'accord. « Mon esprit, il va juste plus vite. »« C'est pourquoi, » annonça-t-il en tendant la main vers sa mallette, « j'ai fait fabriquer ceci. » Il plaça un appareil sur la table. Il était beau et menaçant. Pas une boîte exactement, mais une sphère d'anneaux de titane et d'obsidienne entrelacés, recouverte de glyphes et de cadrans. On aurait dit un artefact d'un futur plus intelligent, plus sombre. « Je l'appelle le Nocturne Criterion », dit-il, sa voix baissant comme s'il partageait un secret d'État. Fabriqué sur mesure par un artisan privé à Genève, il possède plus de 5000 permutations uniques et non répétitives. Ce n'est pas un puzzle, c'est un test de QI pour les dieux. Mensa n'a pas pu le résoudre. Le concepteur se souvient à peine de la solution. Marcus se pencha, les yeux écarquillés. « C'est incroyable, Johnny. Qu'y a-t-il à l'intérieur? »« Ah !» Johnny sourit, tapotant la sphère. « Un seul diamant bleu impeccable de 10 carats. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est le verrou. C'est un test de logique pure. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas deviner.
Il faut le comprendre. Et personne, il regarda autour de la pièce, ne comprend les choses comme moi. Ellie, debout près du poste de service, sentit une attraction familière et nauséeuse. C'était un léger vrombissement derrière ses yeux, une sensation qu'elle avait passé 2 ans à essayer d'étouffer avec l'épuisement et le rythme monotone du service. Ne regarde pas. Elle se tourna pour polir un verre à vin, mais ses yeux la trahirent. Elle pouvait voir le puzzle de l'autre côté de la pièce. Elle ne voyait pas seulement du métal, elle voyait le langage. Les glyphes n'étaient pas des décorations. C'étaient des variables dans un chiffrement de substitution polyalphabétique. Les anneaux n'étaient pas aléatoires. Ils fonctionnaient sur un système d'engrenage basé sur les nombres premiers. Les clics. Elle pouvait entendre les légers clics alors que Johnny faisait tourner un anneau. C'étaient des goupilles pondérées. C'est un algorithme à 5 dimensions, murmura une voix dans sa tête. La voix d'Aris, la voix qu'elle avait enterrée. C'est un dérivé de mon propre travail sur le chiffrement de Thorne de 2021. C'est Barclay. Elle ferma les yeux. Arrête ça. Tu es Ellie Vance. Tu as serre du poisson. De retour à la table 7, Johnny savourait son sermon. L'esprit moyen, dit-il, gesticulant vers une table voisine de convives silencieux, est un instrument contondant. Le mien est un scalpel. Il voit les motifs. Tu es brillant, Johnny, vraiment, dit Talia. Je sais. Il but une gorgée de son nouveau vin, le Petros à 9 000 $. Mais c'est tellement ennuyeux d'être le seul. Le service d'Ellie devait se terminer dans 30 minutes. Juste 30 minutes de plus de ça. Matteo, le gérant du restaurant, lui lança un regard de sympathie de l'autre côté de la pièce. C'était un homme bon, épuisé par les exigences de clients comme Croft. Ellie se dirigea vers la table 9 pour débarrasser les assiettes. Cela la plaça à moins de 3 mètres de Croft. Elle garda la tête baissée, ses mouvements rapides. « Vous !» Son sang se glaça. Johnny Croft claquait des doigts, non pas vers elle, mais près d'elle. « Serveuse, venez ici. » Ellie se retourna, son visage un masque parfait de neutralité professionnelle. « Monsieur, vous plaignez. Comment vous appelez-vous? »« Ellie, monsieur. »« Ellie, répéta-t-il, savourant le nom. « Simple, j'aime ça. Ellie, qu'est-ce que vous pensez de ma boîte? » Elle jeta un coup d'œil au Nocturne Criterium. « C'est très complexe, monsieur. » Complexe? Il rit. Marcus et Talia se joignirent à lui. C'est ce que dirait une personne simple. C'est comme un chien qui regarde un échiquier, n'est-ce pas? Vous voyez les pièces, mais vous n'avez aucune idée du jeu. La mâchoire d'Ellie se serra. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter, monsieur? Oui, une opinion. Je vais faire un petit pari. Il éleva à nouveau la voix, attirant l'attention des tables environnantes. Un petit jeu pour les gens simples. 10 000 livres sterling en espèces à quiconque dans cette pièce peut faire bouger cette boîte d'un seul quart de tour. Il était ivre, non seulement de vin, mais de son propre ego. La pièce était silencieuse. Personne? Bien sûr que non. Il fixa alors son regard sur Ellie. C'était un regard cruel et espiègle. Il voyait un accessoire, pas une personne. « Et vous, Ellie? » ricana-t-il. « Le salaire d'une serveuse. »« Quoi? 25 000 par an. 10 000 livres changeraient la vie, n'est-ce pas? Allez, essayez. » Il poussa la lourde sphère sur la table. « Monsieur, je ne suis pas autorisé. »« Oh, je vous l'autorise, dit-il. « Ou quoi? Vous avez peur de vous casser un ongle? Ou peut-être que vous êtes juste lente. » Marcus ricana. « Allez-y doucement, Johnny. Elle a probablement du mal avec le menu enfant. » C'était ça. Le moment qu'elle redoutait. Les projecteurs, le test. Tous ses instincts hurlaient. Cours, fuis, disparaît. Mais elle était acculée. Toute la pièce regardait. Matteo était figé, horrifié, sachant qu'affronter Croft signifierait la fin de sa carrière. Ellie regarda Johnny Croft. Elle regarda son sourire suffisant et vide.
Elle regarda l'amusement cruel et ennuyé de Talia. Elle regarda les clients qui la fixaient, certains avec pitié, certains avec une curiosité morbide. Puis elle regarda le puzzle. Le vrombissement derrière ses yeux devint un rugissement. Le restaurant se dissolut. Les bruits de couverts et les conversations discrètes s'estompèrent, remplacés par le silence magnifique et parfait de la logique pure. « Tu es Buckley, Donovan », pensa-t-elle, le nom apparaissant dans son esprit comme une cicatrice. « Tu l'as toujours été. » « Bien, » dit Ellie. Sa voix était calme, mais elle transperça la pièce. Elle s'avança. Elle ne s'essuya pas les mains sur son tablier. Elle tendit simplement la main et posa ses doigts sur le métal froid. Johnny Croft se pencha en arrière, un sourire fendant son visage. Il vibrait littéralement d'une joie condescendante. « Oh bien, la domestique va essayer. C'est magnifique. Marcus, filme ça. Non, sérieusement, filme ça. C'est pour ma collection privée. » Marcus chercha son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'il visait l'appareil photo. Talia regardait, un sourire ennuyé sur son visage, comme si elle observait un rat dans un labyrinthe conçu par son chat. Ellie les ignora. Elle ignora le téléphone, les regards et le silence étouffant de la pièce. Tout son monde se réduisit à la sphère de 10 kilos de titane et d'obsidienne sous ses mains. Son esprit n'était plus chez Eldred's. Il était de retour à la carrière, le laboratoire de haute sécurité sans fenêtre de Vanguard. Elle était à nouveau le Dr. Harris Thorne, la prodige, la briseuse de motifs. Et cela, ce n'était qu'un jouet d'enfant. Les glyphes sont une distraction, lui souffla son esprit instantanément. Un faux fuyant pour piéger les universitaires. La clé réelle est tactile. Elle est dans les jointures. Sa main gauche berça la sphère. Son index droit, léger comme un murmure, traça l'anneau équatorial primaire. 5 secondes. Le sourire de Johnny vacilla. Des difficultés, ma jolie? Les jolies images vous embrouillent. Le doigt d'Ellie s'arrêta. Elle l'avait trouvé. Une micro-jointure plus fine qu'un cheveu humain, décalée de 3 degrés. Le point d'entrée. Elle appliqua une pression. Pas une poussée, mais une pression. 3,2 livres par pouce carré. Clic. Un léger son aigu. Le premier anneau déverrouillé, Johnny se redressa. Son sourire disparut. « Qu'avez-vous fait? » 10 secondes. « Elle n'a rien fait, » murmura Talia, se penchant. « C'est un tour de passe-passe. » Maintenant le langage. La main gauche d'Ellie fit pivoter la sphère de 45 degrés à 1. Sa main droite trouva le groupe d'anneaux secondaires. C'était la partie Buckley, la partie qui criait le nom de son ancien partenaire. Il compliquait toujours trop les goupilles de la deuxième étape. Tellement vaniteux. Elle n'essaya pas de les résoudre une par une. Elle les traita comme un tout, un accord au piano. Ses doigts pressèrent 3 glyphes spécifiques simultanément, tandis que son pouce appliquait une contre-pression sur un cadran de l'axe polaire. 15 secondes. Clac, clac. Une séquence de notes métalliques retentit. Les anneaux ne firent pas que tourner. Ils se réalignèrent, se transformant en une nouvelle configuration, révélant un deuxième jeu de cadran interne. La pièce était absolument, profondément silencieuse. La main de Marcus tremblait tellement que la vidéo serait inutile. Le visage de Johnny Croft était passé du bronzé à un blanc pâle et maladif. « Arrêtez, arrêtez de toucher ça. » 20 secondes, Ellie était dans le flow. L'état de Thorne l'appelait l'un de ses anciens collègues. Le monde était de la pure donnée. C'était le verrou final, un système de goupilles basé sur la gravité. Elle sentit les goupilles. 4 lourdes, une légère. « C'est impossible, » murmura Johnny, sa voix brisée. « C'est impossible. » Ellie souleva la sphère. Elle la porta à son oreille comme un médecin avec un stéthoscope. Elle la fit pivoter lentement, écoutant. Puis, d'un coup de poignet soudain et vif, un mouvement qui semblait désinvolte, presque dédaigneux, elle lança la sphère d'un demi-pouce en l'air et la rattrapa. Les goupilles internes,
prises en apesanteur pendant une microseconde, s'alignèrent. 25 secondes, elle reposa la sphère sur la table. Pendant 5 secondes, rien ne se passa. Ellie se contenta de la regarder, son expression vide. Johnny ouvrit la bouche. « Voyons, rien. Vous avez cassé. » Schlac! Avec le son d'un joint pneumatique haute pression qui se rompt, le Nocturne Criterion se sépara parfaitement en deux. L'hémisphère supérieur de la sphère se sépara du bas, s'élevant sur un piston pressurisé silencieux pour révéler une chambre tapissée de velours. À l'intérieur, reposant sur un lit de satin noir, se trouvait un diamant bleu impeccable de 10 carats. 30 secondes au total. Ellie recula. Sa respiration était parfaitement régulière. Le masque était remis en place. Marcus laissa tomber son téléphone. Il heurta le tapis moelleux avec un bruit sourd. La mâchoire de Talia était ouverte, sa bouche rouge à lèvres formant un O parfait d'incrédulité. Johnny Croft fixait le puzzle ouvert. Son puzzle ouvert. Son puzzle insoluble. Il regarda le diamant, puis la machinerie complexe et exposée de l'intérieur. Puis ses yeux, écarquillés par un choc tectonique d'humiliation et de rage, se levèrent vers Ellie. Il n'était pas seulement embarrassé, il était violé. Elle n'avait pas seulement résolu son puzzle, elle avait exposé son mensonge. Elle avait prouvé en 30 secondes qu'il n'était pas un dieu. Il n'était même pas la personne la plus intelligente à la table 7. Qui? S'étrangla-t-il, sa voix un râle étouffé. Qui? Vous. Ellie ramassa la courbette de pain vide de sa table. Elle redressa une fourchette que Marcus avait fait tomber de travers. Elle regarda Johnny Croft, ses yeux aussi calmes et vides qu'un ciel d'hiver. L'addition, monsieur, ce sera tout? Et sans attendre de réponse, elle se retourna, dépassa les tables stupéfaites et silencieuses et disparut par la porte de service, laissant le milliardaire s'étouffer dans les cendres de son propre ego. La porte de service se referma et le silence de la salle à manger fut remplacé par le cliquetis des assiettes et le sifflement de la cuisine. Ellie ne s'arrêta pas. Elle passa devant les cuisinières, devant Matteo, qui sortait de son bureau avec un air de pure panique et entra dans le vestiaire du personnel, exigu et sans fenêtre. Elle posa la corbeille de pain et ce n'est qu'alors que ses mains commencèrent à trembler. Ce n'était pas de la peur. C'était la montée d'adrénaline, l'excitation, le horrible clic et vrombissement addictif de son esprit se remettant en marche, un engrenage qu'elle avait juré de ne plus jamais utiliser. Pendant 2 ans, elle avait été une ermite, vivant dans une prison auto-imposée de simplicité. En 30 secondes, elle avait fait tomber les murs. « Ellie! Ellie! Au nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Matteo fit irruption dans le vestiaire, le visage pâle. Il hurle. Il exige que j'appelle la police. Il t'accuse de sorcellerie. Je crois qu'il dit que tu es une espionne d'entreprise. Il dit que tu as triché. Je n'ai pas triché, dit Ellie, sa voix lui semblant lointaine. Elle commença à déboutonner son gilet d'uniforme. Je sais ça, Matteo faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Mais c'est Johnny Croft. Il peut faire fermer ce restaurant d'ici le petit déjeuner. Il est déjà au téléphone avec le propriétaire. Il m'a demandé de le résoudre, dit Ellie, sortant son simple shirt gris de son casier. Il t'a demandé d'essayer. Il s'attendait à ce que tu échoues. Tu étais censé être la risée, Ellie. Pas ça. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ellie s'interrompit, dos à lui. Il a raison sur une chose, Matteo. Je ne peux plus travailler ici. Quoi? Non, ne sois pas ridicule. Je vais m'occuper de lui. Je vais lui offrir tout son repas. Je vais te virer et te réembaucher la semaine prochaine. Nous allons trouver une solution. Elle se retourna pour lui faire face. La lassitude avait disparu, remplacée par une clarté vive et froide qui fit presque reculer Matteo. Tu ne peux pas t'occuper de lui. Pas maintenant. Il ne montrait pas seulement un jouet. Il se montrait lui-même.
Et je viens de dire à une pièce pleine de ses pairs qu'il est un imposteur. Les hommes comme ça ne pardonnent pas. Ils détruisent. Un rugissement étouffé vint de la salle à manger. Sors par derrière, dit Matteo, sa voix baissant en un chuchotement. Va maintenant, sors par la sortie de livraison. Je lui dirai que tu t'es enfui, que tu étais une temporaire. Je vais effacer ton dossier. Il a mon nom, dit Ellie, laquant ses chaussures de course. Ellie Vance. C'est un nom commun. Perds-toi dans la ville. Il sera en colère une nuit, mais il trouvera un nouveau jouet demain. Ellie regarda son patron gentil et terrifié. Il ne comprenait pas. Johnny Croft ne trouverait pas un nouveau jouet. Elle était le nouveau jouet, ou plutôt la nouvelle menace. Merci, Matteo, pour tout. Va. Ellie attrapa sa fine veste et son sac à dos. Elle n'avait pas grand-chose. Elle ne gardait jamais grand-chose. Elle était sortie par la porte de livraison en acier et dans l'allée pavée en 10 secondes. L'air froid de novembre frappa son visage. Un choc bienvenu. Elle se mit à courir, se fondant dans la nuit londonienne. De retour au restaurant, Johnny Croft était apoplectique. « Virée? Je ne veux pas qu'elle soit virée. Je veux qu'elle soit arrêtée, hurla-t-il, pointant du doigt le puzzle ouvert. Cette chose, cette serveuse est une taupe, une espionne d'entreprise. Elle a été envoyée ici pour m'humilier. » Talia était au téléphone, chuchotant frénétiquement. Les blogs du Financial Times sont déjà en train de le reprendre. Quelqu'un à une autre table a tweeté. Ils appellent ça le miracle de Mayfair. Miracle? Cria Johnny, son visage violacé. Elle a utilisé un appareil, un aimant, un laser. Je veux qu'on la fouille à nu. Monsieur, dit Matteo, sa voix tremblante mais ferme. L'employé est parti. Elle est partie. Partie? Partie où? Elle a paniqué et s'est enfuie, monsieur. Ce n'était qu'une fille. Elle était probablement aussi surprise que vous. Johnny se retourna contre lui, les yeux exorbités. Une fille? Une fille? Ce n'était pas une fille. C'était autre chose. Je veux son nom. Je veux son adresse. Je veux son dossier maintenant. Monsieur, la confidentialité des employés. Confidentialité. Johnny attrapa la bouteille de Petrus à 9 000 $ et la lança contre le mur. Le vin et le verre explosèrent sur une tapisserie inestimable. Les convives restants se précipitèrent vers la sortie. « Je suis Johnny Croft, je vous possède. J'achèterai ce restaurant et j'en ferai des toilettes publiques. Donnez-moi le dossier. » Matteo, vaincu, se dirigea vers son bureau. Il revint avec un mince dossier. Johnny le lui arracha. « Ellie Vance, 4 Crestwood Lane, Hackney, né à Bristol, blabla. Simple. C'est un faux. Ça doit être un faux. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Kincaid, » aboya-t-il dans le combiné, « je me fiche de ce que vous faites. Venez à ma position. Eldredge, j'ai une situation, une priorité. Une seule situation, je veux qu'on retrouve un fantôme et je veux qu'elle soit brisée. » Il raccrocha brutalement et fixa le puzzle ouvert, sa poitrine haletante. Le diamant bleu lui fit un clin d'œil, se moquant de lui. Il était Johnny Croft. Il était le scalpel, et une simple serveuse venait de l'utiliser comme un instrument contondant. « Ellie Vance, » murmura-t-il, le nom ayant un goût d'acide. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de commencer. » L'homme qui sortit de la berline noire chez Eldredge 1 heure plus tard était l'exact opposé physique de Johnny Croft. Là où Croft était bruyant, mou et imprégné d'eau de Cologne, cet homme était silencieux, acéré et semblait absorber la lumière autour de lui. Son nom était M. Kincaid. C'était un ex-MI6, renvoyé pour des méthodes jugées trop rigoureuses même pour les services clandestins. Il était maintenant un fixeur pour les ultra-riches, un courtier en information de haut vol spécialisé dans la disparition des problèmes et des personnes. Il trouva Johnny Croft dans le salon privé du restaurant, buvant du brandy directement à la bouteille. Le personnel avait été renvoyé chez lui.
L'endroit était un désastre. Monsieur Croft, dit Kincaid, sa voix un râle sec. Kincaid, vous êtes en retard. J'étais à Paris. Vous avez dit que c'était une priorité. Les yeux de Kincaid scannèrent la pièce, cataloguant tout. La bouteille brisée, le puzzle ouvert, le gérant terrifié, Matteo, debout dans un coin. Ceci, c'est votre situation? Ça. Johnny pointa un doigt tremblant vers le puzzle. Une serveuse. Et rien. Elle l'a résolu en 30 secondes. Puis elle est sortie. Kincaid haussa un sourcil. Il s'approcha du Nocturne Criterion. Il examina le mécanisme ouvert. C'est une variante d'un chiffrement de classe Thorne, très complexe. Nous utilisions de tels prototypes dans une unité de Aranda à Vanguard. Vanguard? Le contractant de la défense, un groupe de réflexion. Ils construisent des choses insolubles, ou du moins, ils le faisaient. Kincaid leva les yeux. Vous avez raison. Aucune serveuse ne résout ça. Pas sans la clé, ou à moins qu'elle ne soit la clé. Trouvez-la, dit Johnny se levant. Je veux savoir son vrai nom. Je veux savoir qui l'a envoyé. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Je veux connaître le grain de beauté sur son épaule gauche. Vous me comprenez? Mes services ne sont pas bon marché, Monsieur Croft. Une recherche de cette nature. Je vais virer un demi-million sur votre compte tout de suite, dit Johnny. Un bonus du même montant quand vous me l'amènerez. Kincaid s'autorisa un mince sourire. J'aurais besoin du dossier. Johnny le lui lança. Kincaid l'attrapa. Ellie Vance, Fort Crestwood Lane. Elle sera partie, dit Kincaid. Alors trouvez où elle est allée. 4 Crestwood Lane était un appartement au 3e étage sans ascenseur dans un immeuble ciel qui sentait l'humidité et le curry rassis. L'appartement d'Ellie Vance, comme Kincaid l'avait prédit, était vide. Il força la serrure simple et entra. L'appartement était profondément vide. Il n'était pas seulement inoccupé. Il était stérile. C'était une seule pièce avec un matelas par terre, une petite plaque chauffante et une bibliothèque. Pas de photos, pas de courrier, pas de bibelot, pas de vie. Le seul signe de personnalité était les livres. Mon Dieu, Usher. Buck. Un traité de cryptographie théorique, l'ingénierie mécanique des automates anciens. Vous n'êtes pas Ellie, murmura Kincaid à la pièce vide. Il passa un doigt ganté le long de la bibliothèque. Rien. Il vérifia la salle de bain. Une seule brosse à dents, un savon. Il passa une bandelette chimique sur l'évier. Pas de résidus de maquillage, pas de follicules pileux. Elle était un fantôme. Elle avait vécu ici, mais elle n'avait jamais été ici. C'était une planque, un refuge. Il était sur le point de partir quand il le repéra. Une petite déchirure dans le linoléum bon marché sous le matelas. Il s'agenouilla, le souleva. En dessous se trouvait un petit symbole grossièrement dessiné sur les planches du parquet. Un cercle avec une seule ligne dentelée le traversant. Un cercle brisé. Le sang de Kincaid se glaça. Il connaissait ce symbole. C'était le sceau personnel Dr. Harris Thorne, la prodige de Vanguard, la femme qui avait conçu les protocoles de sécurité inviolables pour la moitié de l'infrastructure numérique du monde occidental. Le génie qui, il y a 2 ans, aurait piraté et volé 200 millions de dollars en obligations au porteur à une société rivale, puis aurait jeté sa voiture d'une falaise dans la mer du Nord. Elle n'était jamais dans la voiture. « Mon Dieu, murmura Kincaid, Ellie Vance n'est pas une espionne d'entreprise. » Il sortit son téléphone et passa un appel. Pas à Johnny Croft, mais à quelqu'un d'autre. « Monsieur, une situation s'est développée. Ce n'est pas à propos de Croft. Oui, c'est elle, Harris Thorne. Elle est vivante et elle vient de refaire surface à Londres. Pendant ce temps, Ellie, Harry, était dans un autocar de minuit pour Holyhead, au pays de Galles. Elle était assise à l'arrière, son sac à dos sur ses genoux, regardant les autoroutes mouillées par la pluie défiler. Les tremblements avaient cessé. L'excitation était partie. Il ne restait que la dure réalité. Elle avait enfreint la première règle. Rester cachée. Elle avait enfreint la deuxième règle.
Rester simple. Le visage de Johnny Croft, déformé par cette rage narcissique primale, était gravé dans son esprit. C'était un homme aux ressources immenses et à la maîtrise de soi nulle. Il ne laisserait pas cela passer. Il creuserait. Et quand il creuserait, il ne trouverait pas Ellie Vance. Il trouverait Iris Thorne. Et quand il découvrirait qu'elle était vivante, les gens qu'elle avait fuis, les gens qui l'avaient piégée, ils enverraient quelqu'un de bien pire qu'un milliardaire de la technologie. Le puzzle. Pourquoi semblait-il si familier? C'était une imitation grossière de son travail. Mais qui l'aurait construit? Qui l'aurait donné à un imbécile comme Croft? Ses mains battaient machinalement sur son genou. Un motif. Clic, clic, clac, clic, clic, clac. Donovan Reed. Le nom lui tomba dans l'estomac comme une pierre. Son ancien partenaire. Son ancien partenaire brillant, charmant, sociopathe de Vanguard. L'homme qui l'avait initié au code de son premier chiffrement. L'homme qu'elle avait presque aimé. L'homme qui avait volé le travail de sa vie, l'avait piégé pour le vol et l'avait regardé être dépeinte comme une traîtresse. Donovan avait construit cette boîte. Elle en était sûre. Son arrogance caractéristique était partout. Les glyphes en faux fuyant, la deuxième étape excessivement complexe. Mais pourquoi la donner à Johnny Croft? À moins que l'autocar heurtât une bosse, la secouant, à moins que ce ne soit pas un cadeau. Elle ferma les yeux, rejouant les 30 secondes, les clics, le vrombissement, le déclenchement du joint de pression. Schclac. Oh, espèce de salaud intelligent, murmura-t-elle, les yeux s'ouvrant en grand. Ce n'était pas juste une boîte à puzzle. Ce n'était pas un test. C'était un cheval de Troie. C'était un dispositif d'acquisition de données. Quand elle l'a résolu, il ne s'est pas simplement ouvert. La libération du joint pneumatique, les harmoniques spécifiques du clac. C'était un déclencheur acoustique. Ce n'était pas un diamant qu'il montrait, murmura-t-elle. C'était une clé sans fil. La boîte était restée sur la table à moins d'1 mètre du téléphone de Croft et de l'ordinateur portable de Marcus. Quand elle l'a résolu, l'appareil à l'intérieur aurait activé une impulsion de données à courte portée. Il aurait cloné son téléphone, ses identifiants, ses clés privées, toute sa vie numérique. Et Johnny Croft, dans son arrogance, n'avait pas seulement introduit l'arme dans son propre sanctum intérieur, il avait payé une serveuse pour l'armer pour eux. Donovan était toujours là-bas et il utilisait toujours son travail pour détruire des gens. Elle devait se rendre à un terminal, pas pour courir, plus maintenant. Et elle devait le trouver. Le nom Vanguard n'était jamais prononcé qu'à voix basse dans les cercles du pouvoir. Ce n'était pas une entreprise. C'était un fantôme dans la machine. Opérant depuis un campus discret en Virginie rurale, il recrutait des esprits, pas des gens. C'était une firme de renseignement privé qui faisait la R&D que les gouvernements ne pouvaient ou ne voulaient pas sanctionner officiellement. Leur spécialité était l'insoluble, cryptage quantique inviolable, algorithme de prédiction comportementale, et le plus célèbre, les chiffrements de Thorne, nommés d'après leur créatrice. Le Dr. Iris Thorne avait été leur star. Recrutée à Caltech à 19 ans, elle était une véritable prodige, une femme qui voyait le monde en système parfaitement imbriqué. Elle était l'architecte d'Aegis, le protocole de sécurité qui protégeait les actifs numériques de la moitié des entreprises du Fortune 100. Son partenaire et sa seule rivale étaient Donovan Reed. Donovan était son ombre. Là où Iris était silencieuse, logique et interne, Donovan était charismatique, flashy et brillant en autopromotion. Il ne voulait pas seulement être intelligent, il voulait que le monde l'applaudisse. Il enviait son génie sans effort. Il désirait sa reconnaissance. Le flashback frappa Iris alors qu'elle était assise dans un cybercafé ouvert 24h24 dans la ville portuaire de Holyhead. L'endroit sentait l'air marin et la bière renversée. 2 ans plus tôt, la carrière, tard. « C'est magnifique, Iris, avait dit Donovan,
son reflet brillant à côté du sien dans une vitre de serveur. Il regardait le code d'Aegis. C'est parfait, symétrique, une forteresse sans porte. Il y a toujours une porte, avait murmuré Harris, sirotant un café rassis. Nous ne l'avons juste pas encore vu. Non, il avait touché la vitre. Pas cette fois. Tu l'as fait. Tu as enfin construit quelque chose que même toi ne peux pas briser. Ses yeux étaient intenses. Mais quel est l'intérêt? Une serrure sans clé n'est qu'un mur. Ce n'est pas censé être amusant, Donovan. C'est censé être sûr. Sûr n'est qu'un autre mot pour ennuyeux, avait-il chuchoté. Il avait souri, mais ses yeux étaient froids. 2 semaines plus tard, le protocole Aegis fut violé, non pas cassé, mais contourné. 200 millions de dollars furent siphonnés de Hyperion Global, une firme de défense rivale. L'attaque fut chirurgicale, élégante, et utilisa une porte dérobée théorique spécifique dont seulement 2 personnes sur Terre connaissaient l'existence. Le lendemain, Donovan Reed présenta des preuves au conseil d'administration de Vanguard. Communication cryptée, virement bancaire, une piste numérique, le tout pointant directement vers le Dr. Harris Thorne. Son mentor, un homme nommé Dr. Elias Thorne, aucune relation, une ironie douloureuse, était le PDG d'Hyperion. La brèche le ruina. L'humiliation publique, l'implication que sa propre protégée l'avait détruit, était trop. Il se suicida. Harris fut taxé de traîtresse, de requin d'entreprise, de meurtrière. Sa vie était finie. Elle savait que Donovan l'avait piégée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le prouver. Le piège était aussi parfait que son propre code. Alors elle s'enfuit. Elle créa Ellie Vance, une coquille de personnes, et disparut dans la vie la plus ennuyeuse qu'elle put construire, jusqu'à maintenant. Dans le cybercafé, Harris, Ellie était morte, travailla avec une rapidité fulgurante. Elle utilisa une série de proxys et de VPN sans issue pour se frayer un chemin dans le dark web. Elle cherchait une signature, la Digital Tell de Donovan. Elle la trouva sur un site d'enchères haut de gamme pour des solutions de renseignement sur mesure. Là, il y avait une annonce, le Nocturne Criterion. Description: un dispositif d'acquisition de données passif déguisé en puzzle de luxe, garanti de contourner la sécurité d'entreprise standard et en exploitant l'ego de l'utilisateur. La solution est complexe, mais non pertinente. L'appareil s'active lors de la solution. Statut du vendeur, artisan, vendu, commission privée. J. Croft. Harris fit défiler. Il y avait une autre annonce d'artisan, article. La clé de Thorne, description. Une bombe logique à usage unique capable de compromettre et d'exfiltrer des données de tout système sécurisé par le protocole Aegis de Vanguard. Statut. En développement. Les enchères préliminaires commencent à 50 millions de dollars. Donovan ne vendait pas seulement des tours de passe-passe à des milliardaires. Il vendait la clé maîtresse. Il vendait l'arme qui pourrait faire s'écrouler tout le système financier mondial. Le système qu'elle avait construit pour protéger. Le Nocturne Criterion n'était pas seulement une attaque ponctuelle contre Croft. C'était de la publicité. C'était sa preuve de concept. Il utilisait l'humiliation de Johnny Croft, qui était maintenant partout sur les blogs technologiques, comme campagne de marketing. Il va tout faire brûler, murmura-t-elle, juste pour prouver qu'il le peut. De retour à Londres, Kincaid se tenait dans un bureau blanc et stérile surplombant la Tamise. Ce n'était pas l'une des propriétés de Johnny Croft. C'était un sous-bureau discret de Vanguard. « Elle est vivante », rapporta Kincaid à une femme sur un grand écran. Le visage de la femme était sévère, ses cheveux tirés en un chignon gris. C'était la directrice Marion Shaw, la chef de Vanguard. Et elle est à Londres. La voix de Shaw était perçante. Elle s'est évaporée. Nous l'avons suivie jusqu'à Holyhead. Puis la piste s'est refroidie. C'est un fantôme, directrice. Elle vit son entraînement. Et la situation Croft? Un désordre. L'homme est une nuisance. Mais il est obsédé.
Il a mis une prime d'un demi-million de livres sur sa tête. Alors trouvez-la d'abord, ordonna Shaw. Trouvez-la avant que cet imbécile de Croft ne le fasse, ou avant qu'il... Reed sait qu'elle est vivante maintenant. Il la chassera aussi. Il ne peut pas prendre le risque qu'elle parle. Quelle est la stratégie, directrice? Demanda Kincaid. Récupération ou... Il laissa le mot en suspens. La directrice Shaw le fixa. Le Dr. Thorne est une traîtresse qui a volé 200 millions de dollars et fait tuer un homme bon. Elle est une menace pour cette organisation et pour la stabilité mondiale. Vous la récupérez, Kincaid, par tous les moyens nécessaires. Cette Ellie Vance est une pièce rapportée et nous ne tolérons pas les pièces rapportées. Compris? Kincaid hocha la tête. Kincaid. Directrice? Ce milliardaire Croft, utilisez-le. Il est bruyant, il est en colère et il est prévisible. C'est le parfait limier. Laissez-le la débusquer. Ensuite, vous la prendrez. Et Donovan Reed? Monsieur Reed, dit la directrice, sa voix se glaçant, est une affaire interne distincte. Vous vous concentrerez sur Thorne. Trouvez le fantôme. Kincaid sortit dans le brouillard londonien. La chasse était lancée. Une chasse à 3. Johnny Croft, le vautour, voulait sa vengeance. Vanguard, ses anciens maîtres, voulaient la maîtriser. Et Donovan Reed, son ennemi juré, voulait le silence. Harris n'était plus la serveuse. Elle était la proie. Pendant 3 jours, Johnny Croft mit son monde en pièces. C'était un homme possédé. Il fit analyser chaque image des caméras de surveillance d'Eldred's par ses équipes techniques pour la reconnaissance faciale. Il croisa le visage d'Ellie Vance avec toutes les bases de données auxquelles il put accéder illégalement. DMV, dossiers universitaires, médias sociaux, rien. La femme n'existait pas avant 2 ans. « C'est une taupe !» hurla-t-il à son équipe d'analystes qui sursautaient à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. « Envoyé par qui? Hyperion, Quantum Sec? Qui essaie de me ruiner? » « Monsieur, dit un jeune analyste courageux, la voix tremblante, nous avons un problème plus important que mon humiliation publique. Notre action, monsieur, elle chute, mais pas seulement. Elle est massivement vendue à découvert. Quelqu'un parie sur notre échec complet. C'est donc une fluctuation du marché. Rachetez-la. Nous ne pouvons pas, monsieur. Nos lignes de crédit, elles ont été gelées. Et monsieur, dit un autre, un journaliste d'investigation du Wall Street Journal vient d'appeler. Il pose des questions sur un compte offshore non déclaré au Caïman. Il cite des numéros de transactions. Johnny se figea. Le compte offshore, celui qu'il utilisait pour tout, celui sécurisé par son grand livre privé imprenable, celui lié à son téléphone qui avait été sur la table à côté du puzzle. Le sang quitta son visage. Il ne s'agissait pas d'humiliation. Ce n'était pas une blague. C'était un hold-up, murmura-t-il. Elle m'a volé. Il attrapa son téléphone. Il appela Kincaid. « Où êtes-vous? Où est-elle? » « La piste est froide, Monsieur Croft. La femme est une professionnelle. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une... »« Elle m'a volé! » cria Johnny. La veine de son front pulsait. Le puzzle. Ce n'était pas un puzzle. C'était une clé. Elle l'a déverrouillé et ça a tout volé. Ce n'est pas juste une espionne. C'est une voleuse. Elle me ruine. Il y eut une pause de la part de Kincaid. C'est un développement significatif. Cela signifie qu'elle ne travaille pas pour un concurrent. C'est une freelance. Je me fiche de ce qu'elle est. Je veux mon argent. Je la veux. Vous avez 1 demi-million de mon argent. Trouvez-la. Cela change la donne, Monsieur Croft. Cette femme est maintenant l'une des criminelles les plus recherchées au monde. Ce n'est plus une simple chasse à la prime. Elle ne fait pas que courir, elle est dangereuse. « Doublez la prime !» cracha Johnny. « 1 million vivante, je veux la voir. Je veux lui demander pourquoi. » « Compris, je mobiliserai de nouveaux atouts. » Kincaid raccrocha.
Il savait que Croft se trompait. Thorne n'était pas une voleuse. C'était une patriote, piégée et brisée. Il savait aussi que le vol de données ne venait pas d'elle. C'était le créateur du puzzle, l'artisan. Il avait maintenant 2 cibles et il savait exactement comment les trouver. Il fit fuiter une nouvelle information à ses contacts dans le monde criminel. La prime pour Ellie Vance est maintenant d'1 million. Mais il y a une nouvelle prime. 5 millions pour l'homme qui a construit la boîte. Un homme connu sous le nom d'Artisan. Kincaid sourit. Laissez la cupidité du monde souterrain faire le travail pour lui. Harris se cachait à la vue de tous. Elle était maintenant Chloé, une intérimaire discrète dans une immense entreprise de saisie de données sans visage à Manchester. Le cliquetis d'une centaine de claviers était le bruit blanc parfait pour masquer le sien. Elle utilisait le puissant réseau de l'entreprise, siphonnant de minuscules bits de puissance de traitement intraçables pour exécuter sa propre recherche. Elle chassait Donovan. Elle fait qu'il couvrirait ses traces, mais elle connaissait aussi sa faiblesse, son ego. Il ne se cacherait pas seulement, il regarderait. Il rôderait sur les blogs technologiques, dans les forums financiers, savourant le chaos qu'il avait créé. Il lirait la chute de Johnny Croft. Elle le trouva. C'était une miette de pain subtil, un commentaire sur un article de Forbes concernant l'implosion de Croft. Le commentaire provenait d'un compte anonyme, mais il contenait une phrase spécifique. Sûr n'est qu'un autre mot pour ennuyeux. Son sang se glaça. C'était un message, une moquerie pour elle. Il savait qu'elle était là. Il savait qu'elle chercherait. L'adresse IP du compte anonyme était bien sûr une impasse, mais le moment de la publication ne l'était pas. Il avait été posté à 03h14-15. C'était leur ancien code 314. Ce n'était pas une heure, c'était une coordonnée, une longitude. Il ne la narguait pas seulement, il l'invitait. Il était assez arrogant pour croire qu'il pouvait la piéger à nouveau. Elle croisa la longitude avec ses habitudes connues. Il aimait le luxe. Il aimait l'isolement. Il n'y avait qu'un seul endroit, une île privée hyper sécurisée au large des côtes écossaises. Le Grand Miroir, une forteresse de milliardaires qu'il aurait récemment acquise. Il préparait sa vente finale aux enchères. La vente de la clé Aegis. « Tu ne me piégeras pas, Donovan, » murmura Harris à son écran lumineux. « Tu te coins toi-même. » Elle se leva, quittant son travail d'intérimaire sans un mot. Elle avait une nouvelle destination. Mais alors qu'elle sortait du bâtiment, une camionnette noire s'arrêta en grinçant devant elle. 2 hommes en tenue de combat en sortirent. « Dr. Thorne, la directrice veut vous parler. » Kincaid sortit du côté passager, son visage impassible. « Vous avez été remarquablement difficile à trouver. Mais votre vieil ami Donovan, il est beaucoup plus facile à prévoir. Il avait également tracé Donovan. Il avait vu le post-PI et savait qu'elle le ferait aussi. Il ne l'avait pas seulement chassée. Il l'avait attendue pour qu'elle morde à l'hameçon. Harris ne courut pas. Elle se contenta de rester debout, son sac à dos à la main, le visage sombre. « Donc Vanguard m'a enfin trouvé. »« Vous n'avez jamais été vraiment perdu, Harris, » dit Kincaid, ouvrant la porte de la camionnette. « Juste égaré. Maintenant, montez, nous avons un vol à prendre. » Le piège avait fonctionné, mais ce n'était pas celui de Donovan. C'était celui de Kincaid. Le jet était un élégant Gulfstream G650 non marqué. À l'intérieur, c'était un centre de commandement mobile. Harris était assise en face de Kincaid, le silence épais et lourd. « Alors, quel est le plan, Kincaid? » demanda Harris, sa voix calme. « Me faire voler en Virginie? Un débriefing? Ou juste un endroit tranquille au-dessus de l'Atlantique? »« Mes ordres sont de vous récupérer, » dit Kincaid, sans lever les yeux de sa tablette. « La directrice Shaw est mécontente. Elle vous croit responsable du vol d'Hyperion, de la mort du Dr. Thorne et maintenant du braquage de Croft. Vous savez que je n'ai rien fait de tout cela, dit Harris. Ce n'était pas une question. Le regard de Kincaid rencontra le sien. Ses yeux étaient froids,
mais il y avait une lueur d'autre chose, du respect. Ce que je sais, c'est que Donovan Reed opère sous le nom d'Artisan depuis 2 ans. Je sais qu'il vous a piégé et je sais qu'il se prépare actuellement sur Scathan Moor à vendre une clé qui va déséquilibrer l'économie mondiale. Et la directrice Shaw le sait aussi? Demanda Harris. La directrice Shaw, dit Kincaid prudemment, estime que Reed est une affaire interne. Elle estime que vous êtes la priorité. Vous êtes le maillon faible, la preuve visible de son échec à contrôler ses propres gens. Harris se pencha en arrière. Donc, vous ne me conduisez pas en Virginie. Non, nous allons à Londres. Nous avons un passager de plus à prendre. Le jet atterrit sur un aérodrome privé. Kincaid conduisit Harris à un SUV noir. Ils roulèrent pendant 20 minutes, s'engouffrant dans le garage souterrain d'une tour de bureau désolée et à moitié vide en périphérie de la ville. L'empire de Johnny Croft s'était effondré en moins d'1 semaine. Ils le trouvèrent dans un bureau penthouse qui avait été dépouillé par les créanciers. L'électricité était même coupée. La seule lumière venait des fenêtres du sol au plafond, montrant la ville scintillante qui ne lui appartenait plus. Johnny était assis par terre dans un costume à 5 000 $, buvant du whisky bon marché. C'était un homme brisé. Quand il vit Harris, son visage se tordit en un masque de haine pure et non dissimulée. Il se leva en titubant, se jetant sur elle. « Toi !» hurla-t-il, sa voix se brisant. « Tu m'as ruiné !» Kincaid l'intercepta d'un bras aussi solide qu'une barre d'acier, le repoussant. « Monsieur Croft, contrôlez-vous. »« Me contrôler, elle a détruit ma vie. Elle a tout pris. »« Je n'ai pas pris votre argent, Monsieur Croft, » dit Harris, sa voix résonnant dans la pièce vide. « C'est lui qui l'a fait. »« Lui? Qui est lui? C'est vous qui l'avez résolu. C'est vous qui me l'avez montré. Vous étiez tellement désespéré de prouver que vous étiez intelligent, » rétorqua Harry. « Vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander pourquoi vous l'aviez. C'était un cheval de Troie. Il était conçu pour copier vos données. Je l'ai juste activé. » Johnny la fixa, les pièces s'emboîtant lentement, douloureusement. Un cheval? Vous voulez dire que j'ai été piégé? Vous étiez une cible, ajouta Kincaid s'avançant. Une cible très bruyante, très arrogante, très publique. L'homme qui vous a piégé s'appelle Donovan Reed. C'est lui qui a votre argent. C'est lui qui a construit la boîte. Donovan Reed, murmura Johnny. J'ai entendu ce nom. Vanguard. Et maintenant, continua Kincaid, il vend une clé maîtresse qui fera au monde ce qu'il a fait à votre entreprise. Nous allons l'arrêter. Johnny regarda de Kincaid à Harris. Nous? Vous, moi et elle? Il rit, un son aigu et hystérique. Je suis ruiné. Je n'ai plus rien. À quoi bon? Vous avez tort, dit Harris s'approchant. Johnny tressaillit, mais elle s'arrêta. Vous avez 2 choses. Premièrement, vous avez l'accès. Votre nom, même ruiné, ouvre encore des portes. Scathan Moor est une forteresse. Mais c'est une forteresse construite pour les milliardaires. Vous pouvez nous faire entrer. Vous faire entrer? Pourquoi vous aiderais-je? À cause de la deuxième chose que vous avez, dit Harris, sa voix baissant. La vengeance. Le rire hystérique de Johnny s'arrêta. Ses yeux se focalisèrent en la haine brûlante trouvant une nouvelle cible plus nette. La vengeance. Donovan Reed a pris votre argent, votre entreprise et votre fierté, dit Harris. Il est assis sur une île, comptant votre argent, se moquant de vous, tout comme vous vous êtes moqué de moi au restaurant. Elle laissa cela s'imprégner. Il pense que vous êtes un imbécile, continua Harris. Il pense que vous êtes une blague. Il est sur le point de vendre aux enchères la clé qui fera de lui l'homme le plus puissant du monde. Et il utilise votre argent pour le financer. Nous allons sur cette île. Nous allons gâcher sa fête. Nous allons le faire tomber. Et vous, dit-elle, vous allez récupérer votre argent, ou du moins, vous allez le regarder brûler. Johnny Croft resta silencieux pendant 1 minute entière.
Il regarda la bouteille de whisky, puis Harris. L'homme brisé et pathétique avait disparu. Le vautour était de retour. « Comment entrons-nous » demanda-t-il. « Vous allez l'appeler, » dit Harris. « Vous allez lui dire que vous avez été tellement impressionné par le Nocturne Criterion que vous voulez être le premier enchérisseur sur sa nouvelle clé Aegis. Vous allez lui offrir votre dernier actif caché. Il ne me croira jamais. »« Il le fera, » dit Harris, un sourire froid effleurant ses lèvres, « parce que son ego est encore plus grand que le vôtre. » Le grand miroir était moins une île qu'un éclat de granit et de verre jaillissant des eaux noires des glacés de l'Atlantique Nord. La maison était une merveille d'ingénierie moderne, une structure d'acier et de verre intelligent accrochée à la falaise. Un hélicoptère privé atterrit sur l'héliport balayé par le vent. Johnny Croft en sortit, son visage un masque de fausse confiance, suivi de Kincaid, se faisant passer pour son nouveau chef de la sécurité. Pendant qu'ils étaient escortés à l'intérieur par les gardes privés de Donovan, Harris était à 3000 pieds en dessous dans la mer agitée, escaladant la falaise abrupte le long des itinéraires des câbles à fibres optiques de l'île. « Il est là », annonça Donovan Reed, étendant les bras. Il se tenait dans une vaste pièce blanche donnant sur la mer orageuse, l'image du mâle charismatique dans un costume de cachemire noir. « Johnny, mon Dieu, mon ami, j'ai entendu dire que tu avais eu des problèmes. Tellement content que tu aies pu venir. »« Reed, » grogna Johnny, jouant le rôle de l'animal blessé. « J'ai tout perdu. »« Ce n'est pas eux qui l'ont pris, Johnny. C'est moi, » rit Donovan. « La boîte nocturne. Un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ton ego était la clé parfaite. Et la serveuse. Tu n'aurais pas pu me piéger mieux si je t'avais payé. » Les mains de Johnny se serrèrent en ton poing. Kincaid posa une main d'avertissement sur son épaule. « C'est pourquoi je suis là, » dit Johnny, la voix tendue. « Il me reste une chose. Un grand livre quantique crypté privé, intraçable. Il vaut 500 millions de dollars. Je veux enchérir sur votre clé Aegis. Je veux brûler le monde puisqu'il m'a brûlé. » Les yeux de Donovan s'illuminèrent de pure cupidité. « Johnny, toujours le joueur. J'adore ça. Bien sûr, l'enchère commence dans 1 heure, mais pour toi, une démonstration privée. Brunches. » Il conduisit Johnny à son terminal holographique central. Au même moment, Eras était à l'intérieur. Elle se déplaçait dans les tunnels de service comme un fantôme, son esprit un moteur froid et logique. Elle trouva la salle des serveurs. Elle était protégée par un chiffrement de Thorne, son chiffrement. « Tu es si vaniteux, Donovan, » murmura-t-elle. Elle posa ses mains sur le panneau biométrique. Il n'était pas programmé pour sa main. Il était programmé pour la sienne. Il avait gardé ses données biométriques dans ce système, un trophée. La porte s'ouvrit en sifflant. Elle brancha son appareil dans son serveur central. Il ne volait pas, elle le téléchargeait. Elle libéra un Truth Worm, une bombe logique conçue pour copier tout. Les fichiers originaux de la violation d'Aegis, le compte détenant les 200 millions de dollars volés, la totalité de la piste numérique du coup monté, la preuve de l'innocence d'Elias Thorne. Elle achemina tout le paquet de données vers un seul destinataire. La directrice Marion Shaw de Vanguard. Échec et mat. De retour dans la pièce principale, Johnny avait branché son grand livre, un appareil factice, dans la console de Donovan. « Ça vérifie, » dit Donovan, les yeux rivés sur l'écran. « Harris est dedans, » murmura Kincaid dans son micro-manche. « Elle a les données. Maintenant, Monsieur Croft, » dit-il à voix haute. Johnny regarda Donovan. « Vous savez, Reed, la serveuse, celle que vous trouviez si amusante. » Donovan leva les yeux, distrait. « Quoi d'elle? Elle m'a appris que la fierté est un... » Johnny frappa son poing sur la console, déclenchant le vrai programme sur le disque. Ce n'était pas un grand livre, c'était une fork bomb, un programme malveillant, se répliquant à l'infini, qui commença à dévorer le système de Donovan de l'intérieur. « Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? » hurla Donovan, alors que sa console s'illuminait d'alarmes rouges. Les écrans de toute la pièce clignotaient.
L'enchère était morte. Le fichier de la clé Aegis était corrompu. Tout son royaume s'effondrait. Non, non, non. Mon travail. Mon beau travail. Donovan frappa un bouton sur le mur. Confinement. Des volets d'acier se fermèrent sur les fenêtres, plongeant la pièce dans l'obscurité éclairée en rouge. Vous êtes tous piégés. Mes hommes seront là dans... La porte de la salle des serveurs s'ouvrit en sifflant. Harry sortit. Donovan se figea, sa soif de sang s'évaporant en pure terreur. « Harry, murmura-t-il. Tu es mort. »« Bonjour, Donovan, dit-elle, sa voix froide. Tu as toujours été bâclé. Tu as fait ça. Tu as bâti ton royaume sur mon nom, dit-elle en marchant vers lui. Tu as utilisé mon génie pour me piéger, pour faire tuer un homme bon. Tu es un parasite, Donovan. Et tu es fini. Je t'ai rendu célèbre. Tu m'as fait un fantôme, dit Harris, mais les fantômes peuvent traverser les murs. Alors que Donovan se jetait sur elle, Kincaid bougea, le désarmant juste au moment où des sirènes hurlaient à l'extérieur. Une équipe tactique de Vanguard, les vrais, brisa les puits de lumière, envahissant la pièce. La directrice Shaw, semble-t-il, avait reçu les données. Donovan Reed ne se battit même pas. Il fixa juste Harris pendant qu'il le menottait. Tu n'étais qu'une serveuse. Harris lui tourna le dos. J'en étais une et j'y étais bonne. Elle s'approcha de Johnny Croft qui fixait la console corrompue, qui affichait la destruction de ses milliards de volets. Il était toujours ruiné. Vous ne récupérerez pas votre argent, dit Harris. Je sais, dit Johnny, sa voix calme. Il ne l'aura pas non plus, c'est presque suffisant. Kincaid s'approcha d'elle. Harris, la directrice Shaw veut vous voir. Elle vous a proposé votre ancien poste, réintégration complète, pardon complet. Harris regarda le chaos, les éclats de verre, les lumières rouges clignotantes, le vrombissement de son esprit. Non, dit-elle, disait lui qu'Ellie Vance est morte ici. Disait celui qu'Harris Thorne est morte il y a 2 ans. Mon nom est clair, c'est tout ce que je voulais. Elle se retourna et dépassa Kincaid, dépassa Johnny et se dirigea vers la porte principale où le vent et la mer hurlaient. « Où irez-vous » appela Kincaid après elle. Harry s'arrêta sur le seuil. « Je ne sais pas, dit-elle, un petit sourire sincère effleurant ses lèvres. Mais je suis enfin libre. » Elle sortit dans la tempête, et pour la 2e fois, elle s'en alla. En fin de compte, il n'a jamais été question du puzzle. Il s'agissait de fierté. La fierté de Johnny Croft l'a forcé à se vanter. La fierté de Donovan Reed l'a forcé à narguer la seule personne qui pouvait le détruire. Et Ellie ou Harris a dû retrouver la fierté qui lui avait été volée. Le milliardaire a perdu sa fortune. Le méchant a perdu sa liberté. Et la serveuse, eh bien, elle a enfin retrouvé sa vie. Cela montre juste qu'on ne sait jamais à qui on parle. La personne que l'on rejette comme simple pourrait bien être le génie qui a construit tout votre monde et peut tout démolir en 30 secondes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Nous passons beaucoup de temps à donner vie à ces récits dramatiques et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Si vous avez ressenti cette étincelle de karma, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les bons rebondissements. Nous vous verrons dans la prochaine.